Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif ? Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de Plongeon et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. Mai 2021, Parc national des Calanques à Marseille. Les protagonistes de cette aventure, Marie Derrien, biologiste marin, Aïdem, élève de première au lycée Darius Milhaud, et moi, Margot, journaliste. Marie part étudier l'habitat des grottes sous-marines et leur fonctionnement. Nous revivons, à travers ces mots, une mission haletante. Plongeons dans une grotte sous-marine. Nous commençons la descente vers la grotte, le long de la falaise. Et donc vous voyez là, on commence à avoir une tache sombre en forme de triangle. Ça, c'est l'entrée de notre grotte dans laquelle on va pénétrer. Du coup, on descend tranquillement et puis vous allez voir, on va venir la découvrir ensemble. Mais ça paraît tout petit, l'entrée. Et tu verras que finalement, quand on est devant, on peut passer dedans facilement. T'es pas trop stressé ? Un petit peu d'appréhension, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, ça va le faire, on est bien équipés, on a notre petite lampe torche, il n'y a pas de souci normalement. Parce qu'on l'a pas dit, Marie, mais toi c'est la première fois, c'est dans le cadre de ta thèse, que tu plonges ici, et c'est la première fois que tu plonges dans cette grotte. Ouais, c'est ça, je vais la découvrir avec vous aujourd'hui. Trop bien. Justement, tu t'attends à quoi exactement ? Tu sais pas trop, mais t'as des petites idées, on t'a un peu briefé ou pas du tout ? Si, je sais que c'est une grande grotte. La largeur de l'entrée, ça doit faire 5 mètres, et puis en longueur, elle peut atteindre une centaine de mètres en fait. Donc nous, on va pas aller jusqu'à 100 mètres de longueur de grotte, on va s'arrêter avant. Mais voilà, je suis impatiente de la rencontrer avec vous. Bah oui, nous aussi. Mais qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de cette grotte ? Alors, là on arrive au niveau de l'entrée et ce qu'on peut voir c'est que sur la roche on va avoir plein d'organismes qui recouvrent cette roche. C'est hyper beau d'ailleurs toutes ces couleurs. Ouais, c'est des organismes, donc on va retrouver des algues, des gorgones. On a des gorgones blanches, jaunes, pourpres et on a même des éponges. Donc ces petits animaux filtreurs qui vivent donc accrochés au substrat. Tu sais ce que c'est des gorgones ? Non, ça me dit rien. Ça vous dérangerait de nous expliquer ? Les gorgones, ce sont des animaux qui font partie de l'ordre des cnidaires, donc font aussi partie les coraux. Donc on est sur des animaux qui sont assez arborescents, colorés. On dirait des arbres un peu quand même. Il y a des arbres rouges, ça fait des branches en tout cas. Oui, c'est ça est branchu. Mais c'est un animal. Et c'est assez massif, ouais. Comme les éponges, également. D'ailleurs, c'est ça qui t'intéresse, je crois. Oui. Quels sont les dangers pour les plongeurs qui explorent les grottes ? C'est maintenant que tu te renseignes. Maintenant qu'on est près de rentrer dedans. Le danger, ça peut être déjà la panique. Peut-être que certaines personnes sont plus ou moins claustrophobes et le fait de se retrouver en grotte sous-marine, ça peut leur faire peur. Je suis tout à fait sereine. Parce que voilà, on va être dans un environnement qui est semi-fermé. On est dans la totale obscurité et puis on a quand même une petite hauteur sous plafond, donc on fait attention. Mais voilà, après on est équipé de 2 lampes chacun. Au cas où on en a une qui n'a plus de pile, par exemple, on a la deuxième de secours. Ce serait pas de bol, hein. On plonge aussi en système avec deux bouteilles. Chaque bouteille est reliée à un détendeur. C'est ce qui nous permet de respirer. C'est ça. La bouteille est remplie d'air, donc ça nous permet de respirer. Une plongée, c'est à peu près 40 minutes. Et si on a un problème sur une des bouteilles, on peut switcher de bouteille et récupérer le deuxième détendeur. Okay, oui. Avec le stress, le côté exigu, je suis pas sûre de tenir 40 minutes. Moi, je pense que je vais pomper beaucoup plus d'air. Ah, c'est possible, oui. Donc, faudra pas hésiter à me dire si vous vous sentez pas très bien. Le signe, c'est ça. Ouais, donc on prend la main et on fait une petite vague avec la main, en gros. On n'est pas très bien. Okay. Bon, on y rentre dans cette grotte alors ? C'est parti. Donc faites attention. Là, on peut commencer à allumer les lampes, puisque vous allez vite vous rendre compte qu'on va perdre de plus en plus de lumière au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans la grotte.
Donc là, on est dans la première partie intérieure de la grotte, donc on a encore un peu de lumière. Et ce qu'on voit, c'est qu'on n'a plus les gorgones, on n'a plus les algues, mais à la place, on a une panoplie d'espèces d'éponges de couleurs variées, de formes originales, qu'elles soient encroûtantes ou massives. Qu'est-ce que tu tiens dans la main, Marie ? Donc cet appareil-là, jaune, c'est ce que j'appelle la cloche, donc ce qui va nous servir à venir pêcher les molécules émises par les éponges. On pêche des molécules, waouh. Ouais. Oui, alors Ça paraît compliqué. ce système-là, il est équipé d'une pompe qui est reliée à 3 filtres. Et en fait, lors de la filtration de l'eau de mer, donc en appuyant sur le piston de la pompe, les filtres vont venir accrocher les molécules qui sont présentes dans l'eau de mer. Ok, et nous, comment on peut... La manip, c'est quoi? C'est que tu vas mettre la cloche contre le mur? Bah du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si est-ce que plus j'ai d'éponges, plus j'ai de molécules. Donc avec cette cloche-là, qu'on vient placer au-dessus de la communauté des éponges, on va pouvoir filtrer l'eau et récupérer les molécules émises par les éponges. Ok, et nous alors, comment on peut t'aider là techniquement avec cette cloche? Est-ce qu'on a des choses à faire? Ouais, je veux bien peut-être parce qu'elle est un peu lourde. Donc ce qu'on va faire, c'est que Margot, tu vas m'aider, tu vas la tenir d'un côté, moi je vais la tenir de l'autre côté. Ok. Et toi, Eden, tu vas appuyer sur le piston et ça va enclencher la filtration. C'est parti. C'est un peu galère quand même. Ouais. Faut pas bouger parce qu'en fait on a tendance à glisser et pas être au même niveau Oui, tous les non, deux. c'est vrai. Donc du coup, la filtration elle va durer 1 minute et puis ça, il faudra la reproduire 3 fois. Ok. Comme ça, on va filtrer 3 minutes. Ok, Voilà, donc. c'est parti. Vas-y Aiden, tu peux appuyer je pense là. 1, 2, 3. Et là, il faut attendre et pas bouger. Ok, c'est bon. Il n'y a plus que 2, hein, c'est ça? Ouais. Ok, ça marche. La prochaine étape, c'est quoi? Alors, on va juste ressortir un tout petit peu pour avoir plus de lumière et puis là, on va procéder au changement des 3 filtres qui ont été utilisés. On va en mettre de nouveaux et comme ça, on pourra faire la même chose dans le fond de la grotte. Pourquoi faut changer les filtres? Parce que ceux-là, ils étaient destinés au prélèvement effectué en entrée de grotte et on a besoin d'avoir un prélèvement en fond de grotte. On manque les ça, t'as pas besoin de nous là-dessus? Si? Non, c'est bon. Allez, je m'en occupe. Bon, c'est bon, les filtres sont changés. On peut se diriger vers le fond de la grotte. Pas très large hein, le tube de la grotte justement, je trouve. Je m'attendais à une grotte comme les grottes sur Terre où t'as quand même de l'espace là. Y a quoi 2 mètres au-dessus de nous? Un peu plus, je dirais 4 mètres. Ah ouais? C'est mon côté claustrophobe qui ressort là. Oh la vache! Mais qu'est-ce qui se passe, Margot? Ah il y a des yeux sur le mur de la grotte. Enfin, il y a une bestiole là qui m'a fixé là quand je l'ai éclairée. Mais c'est une rascasse. Ouais, ça surprend. Tu vois des éponges, puis d'un seul coup, t'as un truc qui te regarde. Oh là là. Là, je comprends, c'est pas très commode comme animal. Ok. Non mais c'est bon, ça va, je vous suis, je suis derrière, tout va bien. Allez, de toute façon, on va s'arrêter là, puisqu'on est arrivé à notre deuxième station d'échantillonnage. Donc on est à peu près à 60 mètres depuis l'entrée de la grotte, et on va procéder à la deuxième capture de molécules. Pourquoi on doit aussi mettre la cloche au fond de la grotte? Parce que donc on a vu en entrée, il y avait encore un peu de lumière, on avait beaucoup de biodiversité qui était fixée à la paroi, donc beaucoup d'éponges. Et là, en fond de grotte, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'on a très peu de vie, pas de lumière du tout. Et en fait, on va retrouver quelques espèces d'éponges, des petites espèces de vers. Et on veut comparer le paysage chimique qu'on a échantillonné dans l'entrée de grotte avec ce paysage chimique qu'on retrouve en fond de grotte. Et donc, on vient se placer au-dessus de cette communauté peu fournie en organismes. Mais c'est quoi le paysage chimique en fait? Parce que tu m'as un peu perdu là. Oui, alors j'ai pas expliqué, mais en gros, c'est l'ensemble des molécules qu'on va retrouver dans l'eau de mer à cet endroit-là précis. Et moi, mon hypothèse, c'est que les organismes qui vivent à proximité de cette eau de mer donc, libèrent des molécules. Et du coup, que les éponges qui vivent dans les grottes sous-marines contribuent à la formation d'un paysage chimique de grottes sous-marines.
Ok. D'accord, donc c'est pas le paysage comme on a topographique, quoi, c'est vraiment bien différent. Mais c'est en tout cas l'identité, quelque part de... C'est la signature, ouais c'est ça, la signature de l'environnement en termes de composition chimique. Ok. La manip est la même hein, pour la cloche, on s'y met à deux et... Ouais. Je vous laisse faire, hein. Maintenant vous savez comment faire. Allez, on prend du galon, vas-y, c'est parti. Alors... Oh, c'est bon Marie, là je pense qu'on a terminé, on est bien là? Ok, ça marche. Bon, bah si on a ce qu'il faut, ouais. on peut procéder. T'es pas convaincu Aïdem, tu crois qu'il nous en manque une, c'est ça? Qu'on n'a pas fait les 3? Je crois qu'il nous en reste une, mais bon. Bon allez, vas-y, on s'en fait une dernière et... Petite dernière. C'est parti. C'est bon, là c'est terminé, on a bien fait là, je pense. Oui, là c'est bon, allez. normalement. Bah ça y est, les manips sont terminées, donc on peut revenir sur nos pas, enfin sur nos palmes, et remonter à la surface. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah bah là... Non, pas de panique, c'était C'était juste quoi, une ce langouste qui est sortie de sa cachette. On a été surpris, c'est tout. Enfin, elle nous a limite foncé dans le masque, quoi, ça fait un peu peur. Je pense qu'elle est plus peur que nous. C'est possible. Et moi, je vais pas me ressortir vivante de cette grotte. Bon, allez, on remonte au bateau. J'avais pas vraiment fait attention en fait avec l'excitation de la plongée, mais c'est magnifique ici. Oui, effectivement, on se situe sous le bec de l'Aigle, donc un des rochers de la Ciotat. Et là, vous pouvez voir, la roche, elle est assez lisse, elle est de couleur marron. Et moi, j'adore ce site parce que je trouve que au niveau du paysage, ça contraste bien avec le bleu pétant de l'eau. Ah ouais, puis on est seul au monde aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de plaisancier qui passe par là, pas de touristes. Tu me diras, on n'est pas en été. D'ailleurs, on le sent, l'eau est pas hyper chaude. Non, c'est clair. Bon, on remonte à bord du bateau de plongée quand même, parce que c'est vrai que ça caille, on va pas se mentir. On enlève nos bouteilles, on garde nos combis. Enfin, moi en tout cas, je vais garder la mienne parce que j'ai pas très chaud. Juste Marie, on en fait quoi de la cloche, des échantillons, des filtres, où est-ce qu'on les met? Alors la cloche, on va la laisser sur le bateau et puis on va dévisser les derniers filtres qui sont sur la cloche et on va mettre nos 2 séries de filtres dans la glacière pour les garder au frais et à l'abri de la lumière pour conserver les échantillons. Et ça jusqu'au retour au labo. Ok, bah c'est parti, je vais les ranger. Mais en fait, cette grotte, elle a été découverte quand et comment? Alors cette grotte, elle a été découverte par 3 grands-pères, d'où son nom, la grotte des 3 pépés. Ah, c'est rigolo ça. Oui. Qu'est-ce que tu cherches à comprendre dans cette grotte? Alors dans cette grotte, mais aussi dans les autres grottes que j'étudie dans le parc national des Calanques, je cherche à mettre en évidence le rôle de la communication chimique chez les organismes marins. Attends, la quoi? Parce que là, il y a du bruit. La communication quoi? La communication chimique, l'échange de molécules avec les organismes. Tu nous en parlais, ouais. Ok. Et de comprendre donc son rôle dans le fonctionnement des grottes sous-marines. Et je m'intéresse notamment à la communication chimique entre des petits crustacés et des éponges qui vivent dans les grottes sous-marines. Excuse-moi, mais les crevettes, les éponges, ils communiquent de la même façon que les baleines et les dauphins ou c'est totalement différent? Non, c'est un autre mode de communication. Les cétacés, comme les baleines et les dauphins, ils vont utiliser la communication acoustique basée sur les sons. Là, si je veux illustrer la communication chimique, je peux prendre un exemple en milieu terrestre qui va sûrement te parler, c'est la pollinisation. Les plantes émettent des substances florales qui vont venir attirer les pollinisateurs, tels que les abeilles. Et ce comportement basé sur ce mode de communication, il va profiter aux 2 parties. D'un côté, les abeilles vont trouver la nourriture grâce aux plantes et de l'autre côté, les plantes vont pouvoir se reproduire grâce à la pollinisation des abeilles. Donc en fait, tu veux savoir si les éponges fonctionnent un peu comme les fleurs et les crustacés comme les abeilles. C'est ça. En gros, dans mon cas d'étude, des petits crustacés qui vivent au fond de la grotte en journée et à la tombée de la nuit, elles vont effectuer des migrations vers l'extérieur de la grotte pour aller se nourrir et échapper aux prédateurs. Et au lever du jour, elles vont rentrer dans leur grotte pour retourner se cacher. Et donc mon hypothèse, c'est que ces petits crustacés arrivent à retrouver le chemin de leur grotte grâce au paysage chimique de la grotte et principalement grâce aux molécules émises par les éponges. J'ai une petite question sur le fait que les crustacés migrent vers l'extérieur de la grotte quand il fait nuit pour échapper
prédateurs, je crois. Mais il n'y a pas de prédateurs la nuit? Tout le monde dort? Ces principaux prédateurs, ils vivent en journée. C'est pour ça que les crustacés se cachent en grotte sous-marine. D'accord. On arrive à la station marine d'Andoum. C'est ici que se trouve le labo. Alors, je m'attendais pas à ça. C'est un bâtiment ancien accroché à un rocher au bord de la mer. Franchement, il y a pire comme cadre de travail. Oui, c'est clair. On est bien lotis ici. Avant d'aller manger, on va déposer les échantillons, c'est ça? Ouais, au frigo, ça suffira. Je vais procéder à l'extraction dans l'après-midi. Bon allez, la mer ça creuse, moi je vais manger. Vous avez bien pensé à votre tupperware parce que pour le coup il n'y a pas de cafette. Laisse-moi y réfléchir, je crois. Je vais partager mon tupperware avec Aïdem. Pardon. Il est 8h du matin, nous sommes déjà sur le bateau. Pardon, en direction du Nil cette fois-ci. Autour de nous, bon, faut le dire, c'est superbe. Donc ici, on se situe au milieu du parc national des Calanques, donc dans l'archipel de Riou, qui est composé de plusieurs îles. Et nous, on va plonger sur cette île-là. Elle paraît un peu inhospitalière, cette île. Il n'y a personne dessus, il n'y a pas un arbre. Ouais, c'est calcaire. Ok. Bon, l'île en tant que telle fait pas rêver. Je sais pas comment c'est en dessous, mais... en dessous, c'est plus beau. Je vais vous y emmener, vous allez voir. Mais on va faire quoi sur cette île en fait? On va pas débarquer sur l'île, mais on va s'immerger dans l'eau à proximité de l'entrée de la grotte qu'on va faire aujourd'hui. Comment on sait d'ailleurs si on est au-dessus de la grotte ou à côté? Eh bien, notre cher pilote de bateau dispose des coordonnées GPS de la grotte et il va nous indiquer lorsqu'on se trouve devant l'entrée de la grotte. Donc là, je pense que c'est bon, on y est. Et donc, il peut mettre l'ancre à cet endroit-là ou il va devoir... Non, on pose pas l'ancre. On s'immerge du bord et puis le bateau, il patrouille dans la zone en attendant que tu vois les bulles des plongeurs. Ok. Bon, on s'équipe? Allez. C'est bon, tout le monde a mis sa combi. Quelqu'un a besoin d'aide pour la fermer? Ouais, moi je pense que le petit truc, c'est le zip, j'arrive pas à l'attraper. Je suis pas hyper souple. Ok, je le fais, t'inquiète. Merci. Bon voilà, moi je suis prête. Mettez vos masques. Le détendeur en bouche. Ton masque, Aïdem? Je crois qu'il y a quelques petites traces, mais je pense que ça va aller. Ouais, on va le renettoyer. Ouais. Tu te souviens comment on nettoie le masque? Je pense que tu devrais m'aider. Je vais pas t'aider parce que ce serait pas très hygiénique, tu vas le faire toi. On va retirer le masque et puis on va cracher dedans. Parce que c'est ça qui est le plus efficace. Sauf si t'as trouvé une autre méthode, Marie. Non, moi je fais exactement ça. Ouais, bon c'est parti. Hein. C'est pas très joyeux tout ça. Hein. Et pour le rincer, tu le mets pas dans... Là, le seau, c'est pas pour les rincer. Si tu fais ça, ça aura aucun effet. Faut les rincer dans l'eau de mer. Ok, merci. Allez, on est opérationnel. Non, il nous manque quand même le plus important. Détendeur. Le détendeur et le matos qu'on va emmener avec nous. Parce que je crois qu'il n'y a pas plus de choses qu'avec la cloche. Non, alors là, vous voyez, j'ai pris un filet où dedans, j'ai mis ce qu'on a besoin pour échantillonner. Donc un couteau pour décrocher les éponges du substrat. Des pots d'une contenance d'1 litre pour mettre les éponges à l'intérieur. Et une petite pompe artisanale qui est faite avec une bouteille de coca, comme vous pouvez le voir. J'allais dire pourquoi tu as une bouteille de plastique dans la main. C'est pour collecter nos petits crustacés qu'on appelle des mysidacées. Des mysidacées? C'est quoi ça? Alors, bien souvent, on les confond avec les crevettes, mais ce sont un autre groupe de crustacés qui sont beaucoup plus petits. Par exemple, là, ceux qu'on va aller échantillonner, leur taille adulte, c'est 4 mm. Et puis, ce sont des organismes qui ont des gros yeux, comme des moustiques. Ah oui, d'où la pompe artisanale plutôt qu'une épuisette. Voilà, c'est pour pas les abîmer. Donc on utilise ce système de pompe. Et aussi, moi, ce que j'aime bien chez les mysidacées, c'est qu'ils ont un comportement de soin vis-à-vis de leur progéniture, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont couver leurs œufs et ensuite les petits dans une poche ventrale, comme les kangourous finalement. Ok. Et jusqu'à ce que les petits atteignent la maturité pour qu'ils puissent être libérés dans le milieu naturel. Tu es en train de dire que tu as de l'affection pour les mysidacées, c'est ça? Non, mais je trouve cette anecdote mignonne parce que le fait que les femelles gardent leurs petits avec elles, alors que chez les crevettes, elles ont plutôt tendance à
Après l'éclosion, les larves se débrouillent toutes seules dans la nature. Ah ouais, que là, c'est vrai qu'il y a un suivi, quoi. Ouais, et ce qui est surprenant, c'est que si un petit émysdacée qui n'est pas encore assez mature se retrouve dans le milieu naturel, là, on va avoir une femelle adoptive qui va adopter le petit et qui va le garder dans sa poche jusqu'à ce que le petit devienne assez mature. Ok. Non, j'avoue, c'est mignon. Oui, donc j'allais oublier, très important, vous allez voir le fond, enfin le sol de cette grotte, il est différent d'hier. Là, on est sur de la vase, ce qui fait que les coups de palme trop brusques sont interdits au risque de remettre en suspension la vase. Et dans ce cas, on ne voit plus rien. Donc faites bien attention. Alors, on va adopter la technique de nage en grenouille. Ouais, je veux bien une petite réexplication de la nage en grenouille. C'est quoi en gros? C'est tu nages comme en brasse? Ouais, c'est ça. Enfin, les mains, on les utilise pas, mais je veux dire, les jambes, c'est la brasse. Oh, ok. Je vais vous montrer et vous allez comprendre tout de suite. Ça marche. Ok. C'est parti, on a tout ce qu'il faut, on est équipé, on a tout le matos, on plonge et on descend pendant 15 mètres environ et on arrive devant l'entrée de cette grotte. Ok, donc faites attention, là comme vous voyez, l'entrée de la grotte elle est beaucoup plus petite mais elle ressemble aussi à un triangle. Et là, contrairement à l'autre, on retrouve des petites branches rouges avec des petits points blancs, ça c'est du corail rouge, donc une espèce protégée en Méditerranée. Donc pour notre prélèvement de mysidacées, on va aller directement au fond de la grotte, donc on perd pas de temps, on nage en grenouille. Ok. Donc là on est à peu près à 30-40 mètres de l'entrée. Et vous voyez, on aperçoit un essaim orange là en bas de la paroi. C'est quoi ça? Et ben ça va être nos mysidacées. Donc on a plusieurs milliers d'individus qui vivent comme ça en essaim les uns avec les autres. C'est marrant parce que hier tu faisais le parallèle avec abeilles, fleurs et là il y a un essaim de petites crevettes. Non, parenthèse refermée, je trouvais ça rigolo. Donc qu'est-ce qu'on fait, dis-nous? Alors qui veut se charger d'utiliser la pompe? Allez, moi. Allez, vas-y. Donc c'est simple, hein, t'appuies dessus. Et puis dès qu'on en a suffisamment, et on aura terminé le prélèvement. Ok. Mais je me demandais, comment elles sont affectées par le changement climatique et la pollution? Est-ce qu'elles le sont ou... Ouais, les mysidacées, oui, il a été démontré que dans les années 2000, donc, il y a eu des fortes vagues de chaleur sous-marine, donc la température de l'eau elle est montée. Et il y a une espèce de mysidacée qui avant vivait dans cette grotte-là, qui a totalement disparu suite à l'augmentation de la température de l'eau. Pourquoi? Parce que c'était une espèce de mysidacée qui était beaucoup plus sensible à l'augmentation de la température que cette espèce-là, qui est beaucoup plus robuste, thermophile, qui ça ne dérange pas les différences de température. Et j'imagine que c'est pareil pour les éponges, parce que j'avais entendu dire justement que les éponges c'était des bons témoins justement du dérèglement climatique. Ça aussi, c'est des choses que tu peux étudier? Ouais, certaines espèces d'éponges sont plus sensibles aux variations de température que d'autres. Et notamment, moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai observé donc un déclin de la population d'une espèce d'éponge, l'éponge de bain, qu'on utilise comme éponge de toilette, dans la zone entre 0 et 30 mètres, dans la région marseillaise. Suite, en fait, à une vague de chaleur intense à l'été 2022. Ah ouais. Quand j'étais à ce moment-là en thèse, ouais. Donc toi, tu étais directement témoin de l'impact du dérèglement climatique? Ouais, ça, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est dur. Oui, c'est triste de faire ce constat en seulement 3 ans. Bon, je crois que tu as fini avec la pompe, là, Aïdem? Oui, c'est bon. C'est fini, ne vous inquiétez pas. Elle reste... les crevettes, elles restent dans la pompe ou faut après les transvaser là où on est? Là, on les laisse comme ça pour l'instant, puis une fois sur le bateau, on les transvasera dans un pot. Ok. Et donc là, une fois que c'est fait, on fait quoi? Maintenant, on va retourner au niveau de l'entrée de la grotte et on va venir prélever les éponges. Ok, ça marche. Donc, il faut faire demi-tour dans ce petit espace exigu. C'est hyper galère. Attends, pardon. Aïdem, est-ce que tu peux te décaler un peu? Mais Margot, attention avec tes palmes. Ah ouais, non mais attends, c'est pas évident là. Super, on n'y va plus rien maintenant. Ouais, désolée. On fait quoi, Marie? Du coup, on attend. Vu qu'on n'a pas grand-chose à faire à part attendre, tu veux bien m'expliquer à quoi ça va servir ces prélèvements de crevettes? Alors des mysidacées, pas des crevettes. Ou des crustacés, c'est plus facile à retenir. Oui, tu peux dire ça. Moi aussi, je dis des crevettes. C'est pas grave.
Donc avec ces crustacés, on va les ramener au laboratoire, les placer en aquarium et on va s'en servir pour réaliser des expériences. Elles vont consister en quoi ces expériences? J'imagine que c'est pas comme avec les souris dans un labo, c'est différent avec des... C'est adapté au milieu aquatique. En gros, on a un système de choix en forme de Y. Et en fait, dans chaque bras du Y, on a une condition d'eau de mer différente. Donc une eau de mer avec des éponges qu'on va récolter juste après, et une eau de mer sans éponge. Et dans ce système en Y, on va placer un mysidacée à l'intérieur, et puis on va évaluer son comportement vis-à-vis de l'une ou l'autre condition. Quel choix il va faire finalement? C'est ça, quel choix va faire entre les deux conditions d'eau de mer. Et en fait, si ces crustacés se dirigent préférentiellement vers l'eau où il y a eu les éponges dedans, on va pouvoir dire que ces crustacés sont attirés par les molécules émises par les éponges et que c'est peut-être ça qui les guide à retrouver le chemin de leur maison. D'où l'importance... on parlait du dérèglement climatique tout à l'heure, mais si ces éponges qui aujourd'hui permettent de guider ces crustacés vers leur environnement, si elles sont amenées à disparaître à cause du dérèglement climatique, c'est pas seulement, ça on le sait bien, pas seulement les éponges qui sont impactées, mais aussi derrière les crevettes et tous les prédateurs qui mangent ces crevettes. Exactement. Et cela vient donc perturber le fonctionnement de l'écosystème des grottes sous-marines. Bon, ça y est... La vase est retombée, encore désolée. On peut retourner à l'entrée de la grotte pour prélever les fameuses éponges. Marie, j'imagine que c'est à ce moment-là qu'on utilise le couteau que tu as pris, le filet, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va faire? Oui. Alors j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais dans le filet j'ai aussi une planche d'échantillonnage où j'ai mes différentes espèces d'éponges qui sont présentées en photo. Parce que tu ne les connais pas toutes par cœur. C'est pour que vous puissiez aussi m'aider à les retrouver. C'est sûr, merci. Et du coup, dès qu'on va identifier une espèce sur la paroi, on va venir la récolter avec le couteau. Donc on va la décrocher délicatement et on va la placer dans un dépôt, un pot par espèce, en gros. Donc on peut comme ça se répartir la récolte. Il y a quoi comme différentes espèces d'éponges? Là, vous pouvez regarder, vous voyez combien de couleurs à peu près différentes? Ouais, une vingtaine. Ouais, 15, 20, ouais. En tout cas, il y en a pas mal, ouais. Voilà, donc à peu près une couleur, on va dire, c'est une espèce. C'est fou de se dire que là, rien que dans cette grotte, on a 20 éponges différentes. 20 espèces. C'est fou. Ouais. Donc je te charge, Margot, du couteau. Ok. Donc voilà comment je procède. Donc tu soulèves un petit peu l'éponge, tu grattes si besoin, et puis hop, après elle va venir toute seule. Et toi, idem, du coup, tu places le pot juste dessous, et comme ça on récupérera l'échantillon. Ok. On s'occupe de quelle couleur? Moi je fonctionne, je vais être basique. Quelle couleur d'éponge? On n'a qu'à prendre celle-ci, la orange, celle-ci, la rose et blanche, et puis celle-ci, la jaune. Et puis moi je vais faire les deux autres. Alors je sais pas à quel point le système nerveux, si même il y en a un d'éponge est performant, mais comment je fais pour ne pas la blesser, en tout cas qu'elle soit vue, parce que j'imagine que tu veux les ramener vivantes. Ouais, tu fais le plus délicatement possible pour la récupérer. Tu essayes de pas la déchirer en deux, par exemple. Tu essaies de prendre tout l'individu. Okay. Oui, de toute manière, toute la couleur, quoi. C'est ça. Et en gros, après, en aquarium, elles auront le temps de s'acclimater un petit peu pour justement évacuer le stress occasionné par la récolte. De retour sur le bateau, on met les éponges, comme Marie nous l'a dit, et les crevettes, évidemment, dans la glacière. Et tant que je suis dans la glacière, vous voulez une boisson fraîche ou quelque chose? Non, Margot, ça c'est l'autre glacière. Ah oui, forcément. Je referme celle-là alors. Après la pause pique-nique, nous sommes allés faire des prélèvements dans une autre grotte et là, nous sommes de retour au labo. Alors, il y a 5 aquariums devant nous, j'imagine un pour chaque espèce d'éponge que l'on a récoltée, hein, Marie? Ouais, c'est ça. Je deviens une vraie scientifique, c'est fou. Il y en a un 6e où on va mettre les mysidacées aussi. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces mysidacées et de ces éponges? Ça, c'est notre matériel pour effectuer nos expériences de comportement, comme ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Le côté, quel chemin elles vont choisir en fonction de s'il y a eu l'éponge ou pas. Ouais, quelles conditions de mer elles vont choisir, l'eau avec les éponges ou l'eau sans les éponges. Moi, j'avais juste une question, parce que tu parlais au début du paysage chimique. Est-ce que on peut le comparer, alors je suis pas scientifique, mais à un côté, le parfum, c'est un parfum pour les mysidacées?
Oui, c'est un mélange de molécules, donc on peut communément appeler ça un parfum, une odeur, mais c'est qui n'est pas volatile, parce que c'est pas dans l'air, mais qui est du coup dissoute dans l'eau de mer. Ces plongées, Marie va en faire plus de 70 pendant 3 ans. À force, elle ne sera même plus surprise par les langoustes et les rascasses. Au total, elle aura prélevé des centaines d'échantillons. Les 3 années sont passées. Quelles découvertes récentes ont été faites dans les grottes sous-marines et comment ces découvertes ont élargi notre compréhension des écosystèmes marins? Donc moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai pu démontrer plusieurs points. On voit qu'en 5 ans, ça peut facilement bouger. On va avoir des espèces qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Celles qui sont potentiellement plus sensibles au réchauffement de l'eau vont voir leur population diminuer, alors que les autres vont profiter de la place laissée par ces éponges-là pour venir s'installer. Ensuite, concernant le paysage chimique des grottes sous-marines, on a pu démontrer avec notre outil, la cloche, là, qu'on arrivait à enregistrer ce paysage chimique et à y voir la contribution des éponges, lors notamment donc, de leur activité de filtration qui permet de libérer les molécules et de les retrouver dans le paysage chimique de la grotte. Et après, maintenant, concernant les mysidacées, donc on a pu mettre en évidence que les mysidacées reconnaissaient un paysage chimique particulier qui est celui de leur grotte comparé à un paysage chimique d'autres grottes testées. Donc ça, c'est confirmé. Oui, ça, c'était confirmé. Et donc, effectivement, les mysidacées s'aideraient de molécules émises par les éponges pour retrouver l'odeur de leur maison, leur grotte, comme finalement le poisson clown qui retrouve son anémone dans le film de Nemo. Ok. Ça vous dit, on poursuit cette conversation autour d'un verre ou d'un café? Ça m'a donné soif, tout ça. Moi, j'ai 16 ans. Mais à mon âge, c'était quoi ton rêve? À ton âge, je n'avais pas d'idée très précise de ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais le milieu marin, j'aimais observer les animaux. Et j'ai décidé ensuite, à travers mes expériences, de me concentrer justement sur ça, observer les animaux, mieux comprendre comment ils fonctionnent au sein d'un écosystème, comment mieux les préserver aussi face aux perturbations actuelles. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rêve? En tant que plongeuse, ce que j'aimerais bien voir, c'est un récif en bonne santé, parce que j'ai plongé dans plusieurs régions du monde. Donc en Méditerranée, en Polynésie française, au Brésil et en mer Rouge. Et souvent, je fais le même constat, c'est que par endroits, on retrouve des récifs qui sont abîmés, qui ont souffert en fait du changement climatique. Et je pense que mon rêve, ce serait de voir un récif en bonne santé pour pouvoir contempler cette beauté de la nature. Plongeons, le podcast immersif de l'océan est soutenu par One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. Le son 3D que vous avez expérimenté est développé par la technologie Dolby Atmos et le sound designer Laurent Jiménez. Les notes de piano que vous entendez dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeons. Merci au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et développement durable. Alors, on va pas vous demander de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, même si ce serait sympa. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.